Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille Citron. Vous faites peut-être partie de ceux qui se posent la question de se lancer en 2025 dans la réalisation d'un potager. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Je vous propose aujourd'hui de discuter un petit peu de comment est-ce qu'on peut se lancer, quelles sont les étapes à suivre avant de se lancer dans le jardinage. Quelques conseils de base, la liste bien sûr elle n'est pas exhaustive, mais si vous voulez qu'on en discute, ce sera avec grand plaisir dans les commentaires sous la vidéo. Les raisons qui vous poussent au jardinage peuvent être diverses et variées, que ce soit du simple besoin, plaisir d'être dehors, la fierté de produire ses propres légumes, le besoin de faire du sport. Tout ça, ça peut être 50 000 et une raisons de se lancer dans le jardinage et elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. La création d'un potager, c'est pas une chose super simple. Vous allez sûrement faire des allers-retours au fur et à mesure des années pour affiner un peu le dessin de votre jardin, pour affiner un peu les types de cultures, les types de récoltes que vous allez souhaiter faire. Ce que je vous invite à faire si vous démarrez, c'est de vous lancer dans pas trop grand, de façon à vous faire sereinement la main et d'augmenter au fur et à mesure les surfaces au fil des années. Si vous souhaitez vous lancer dans le jardinage en partant de zéro, je vous invite à le faire le plus tôt possible dans la saison et de ne pas attendre les beaux mois d'avril-mai pour vous lancer, ce sera déjà en fait trop tard. Donc je vous invite à y réfléchir, lire dès maintenant, on commence déjà à être un petit peu pile poil juste, mais n'attendez pas trop longtemps, sinon la saison elle sera déjà démarrée et vous ne serez pas prêt et vous risquez de vous faire dépasser par beaucoup trop d'événements et de vous dégoûter du jardin. La première chose, c'est de déterminer la surface sur laquelle vous souhaitez travailler. Si c'est trop petit, vous allez peut-être être déçu parce que vous n'aurez pas énormément de récoltes. À l'inverse, si c'est trop grand, vous risquez de vous dégoûter avec le désherbage, etc. et de laisser tomber au bout de la première année. Donc, visez une surface qui vous semble jouable en termes de temps de travail. Choisir le bon endroit pour votre jardin, c'est quelque chose qui est primordial. Alors après, la nature, elle est généreuse. Vous arriverez toujours à, finalement, si la première année, le coin que vous avez choisi ne convient pas, l'année d'après, vous pouvez changer d'endroit et réessayer ailleurs. Ce que je vous invite à choisir quand même, c'est un endroit où vous aurez du soleil. Parce que les légumes du potager, c'est des plantes qui ont généralement besoin de beaucoup de soleil. Idéalement, essayez de trouver un endroit qui est un peu à l'abri du vent. Parce que le vent, quand ça se met dans les cultures qui sont en hauteur, ça peut faire pas mal de dégâts. Mais évitez les endroits qui sont trop, trop renfermés, parce qu'en fait, si vous n'avez pas du tout de vent qui passe, que vous êtes vraiment dans une toute petite cour à l'abri vraiment complètement du vent, vous risquez d'avoir plus de maladies, parce que tout ce qui va être champignons, etc., ça va aimer les endroits assez moites, assez humides où il n'y a pas de vent. Donc à choisir, préférez quand même plutôt un endroit où il y a un peu de vent qu'un endroit où il n'y a pas du tout de vent. Et dans tous les cas, privilégiez les endroits où vous avez du soleil. Notamment si vous voulez faire des légumes d'été, genre les tomates, les courgettes et compagnie. Tous ces légumes qui poussent à l'origine, on va dire, dans le sud de la France. Si vous êtes dans la partie nord, ils auront besoin de soleil. Si vous avez l'embarras du choix concernant le type de terre, privilégiez plutôt des endroits de votre jardin où vous avez une terre qui va bien drainer, où l'eau va pouvoir s'écouler, parce que les légumes, ça n'aime pas avoir les racines qui restent coincées dans l'eau, ça s'asphyxie. Généralement, on n'a pas 50 000 choix. Donc on va faire avec la terre qu'on a dans son jardin. Idéalement, voilà, si vous avez une zone plutôt sableuse, ce sera le top en termes de qualité du sol pour vos plantes. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir quel type d'organisation vous voulez pour votre jardin. Nous, à la maison, c'est un potager vraiment classique, avec des lignes, tout simplement. C'est un potager du coup qui se fait à plat, mais il y a de plus en plus de potagers en carré. On peut croiser à droite à gauche. L'idée, ça va être de venir installer des sortes des traverses, par exemple, ou des planches en bois hautes d'une vingtaine de centimètres à peu près. Vous allez venir rajouter dans ces carrés-là en surélevé, vous allez rajouter de la terre, de l'humus, des feuilles qui vont se dégrader, du compost et compagnie. Et ça va vous servir à faire votre potager. L'avantage, c'est que c'est un peu plus en hauteur qu'un potager à plat directement sur le sol. En termes de désherbage, c'est également plus facile. Au-delà du fait qu'on est moins penché, c'est plus facile parce que ça va être du terreau, etc. Donc il y a moins de mauvaises herbes qui vont se développer. L'inconvénient, c'est que ça risque de vous coûter plus cher parce que vous allez acheter du terreau, etc. Donc vous allez avoir plus de matériel à acheter, rien que les planches en bois, les vis, etc. Donc les deux ont leurs avantages, inconvénients. Le potager à plat, directement en blonde dans le jardin, pour le coup, il n'y a rien à faire. Vous avez juste le travail du sol, dessiner potentiellement des lignes à peu près droites, et c'est tout. Ça vous coûtera vraiment quasiment zéro par rapport au potager en carré.
L'avantage du potager en carré, c'est que ça vous permet de faire des plus petites surfaces. Visuellement, ça a un rendu vraiment différent, beaucoup plus sympathique qu'un simple potager avec des planches. Les deux se font très bien selon la surface que vous avez. Et vous pouvez aussi imaginer dans votre jardin de faire deux zones. Une zone avec les aromates, par exemple, dans ces bacs en carré, et puis des zones où vous allez faire des pommes de terre ou des haricots, des choses comme ça, sur des planches classiques en plein sol. Vous avez également des modes de façon de produire où vous allez réfléchir l'organisation de vos légumes selon les hauteurs, par exemple. Si on se rapproche de la permaculture, pour le coup, vous allez mettre des plantes, genre des salades qui poussent au ras du sol, et juste derrière elles, vous allez mettre des plantes un petit peu plus hautes, et vous allez ainsi échelonner les hauteurs de culture. Ça vous permet d'optimiser au maximum l'espace en produisant le plus possible sur le moins de mètres carrés possible. Ça, c'est le gros avantage. On a aussi des plantes qui du coup vont se protéger mutuellement si besoin du soleil, etc. Ça peut être intéressant. L'inconvénient que j'y vois, qu'on a testé au jardin l'année dernière, c'est qu'en fait pour le désherbage, vous avez intérêt à vous rappeler exactement ce que vous avez semé et où. L'exemple, c'est qu'à la maison, j'avais repiqué des salades. Donc les salades, je les voyais bien et j'avais semé entre chaque salade des graines de maïs. L'idée, c'était d'avoir les salades au ras du sol et puis les maïs qui poussaient au-dessus. Au moment de désherber, au bout de la moitié de la planche à peu près, je me suis rendu compte que j'étais en train de tout désherber et j'avais oublié que j'avais mis du maïs. Donc pensez bien, si vous vous amusez à faire des combinaisons de cultures, si vous avez une mémoire de poisson rouge comme c'est mon cas, de mettre vraiment des étiquettes partout pour savoir ce que vous avez semé. Pour le coup, peut-être pour des jardiniers amateurs débutants, ça peut peut-être être compliqué au début pour le désherbage, quand vous ne reconnaissez pas exactement les graines, parce que quand ça pousse un maïs, c'est grand comme ça et on ne reconnaît pas la forme du maïs final. Donc pour des débutants, ça peut peut-être être un petit peu risqué. Après, tout se tente, hein, donc au pire, vous désherbez la mauvaise plante, tant pis, c'est pas grave. Mais ça peut apporter à confusion de temps en temps. Dans tous les cas, que ce soit pour le potager en carré ou pour le potager en planche, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre pour vous simplifier notamment le désherbage. Vous prenez la longueur de votre bras, ça va vous donner la profondeur maximale à laquelle vous allez pouvoir désherber sans vous faire trop de mal physiquement. Donc ça veut dire que votre carré ou votre planche, je vous invite grand maximum à avoir une dimension totale d'un bord à l'autre de 1 mètre. Ça vous fait 50 cm pour désherber de chaque côté. C'est le grand max pour éviter d'avoir à mettre les pieds dans les planches ou avoir à mettre les pieds dans les carrés. Ensuite vient le moment le plus intéressant à mon avis, c'est de décider quelle culture est-ce qu'on va mettre en place. Pour ça, je vous invite à prendre une feuille, un crayon et à noter toutes les cultures qui vous plaisent, que vous aimez manger. Parce que si c'est pour cultiver des choses que vous n'aimez pas, tout le travail, ça va vous sembler beaucoup plus long et la motivation ne sera sûrement pas la même. Et là-dedans, après, je vais vous inviter à sélectionner des légumes les plus simples si vous voulez pour vous lancer. À mon avis, les légumes les plus simples, ça va être tout ce qui va être les radis. Pour le coup, il n'y a à peu près rien à faire. Vous semez, vous récoltez, c'est vraiment super sympa. Les radis, tout ce qui va être tomates, les courgettes, les concombres, ça c'est des légumes qui sont très très simples. Tout ce qui va être courge, pour le coup, il n'y a rien à faire. Donc si vous aimez les courges, c'est aussi très facile. Et pour les tomates, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on a des grosses différences de saveur en termes de saveur entre les tomates qu'on va acheter au supermarché et celles qui viennent du jardin. Donc ça pour moi, ça fait partie, la tomate, c'est l'incontournable en fait du jardin à la maison. Et dans les choses simples à faire, en termes de culture, vous avez tout ce qui est petits pois et haricots. Les salades, c'est très très simple aussi. Il faut juste ne pas trop les arroser pour pas que ça pourrisse au pied. Et avec ça, vous avez déjà une belle panoplie de légumes qui sont simples à cultiver, pour lesquels il n'y a pas trop de travail et que vous êtes à peu près sûr de réussir. Si vous ne savez pas à quelle saison planter les graines de ces différents légumes, vous avez dans les catalogues des semenciers ou chez votre vendeur de graines, vous avez sur les paquets à chaque fois les périodes de semis idéales. Si vous avez un doute selon la région dans laquelle vous êtes, vous choisissez à chaque fois, vous vous mettez au milieu. Si par exemple c'est quelque chose qui se sème d'avril à juin, ça vous donne les grandes fourchettes. Si vous voulez être sûr, vous allez semer ça genre courant mai, comme ça vous êtes en plein milieu, vous serez serein. Donc ça vous donne les périodes de semis et vous avez aussi sur ces paquets-là ou dans les catalogues, vous avez la période de récolte estimée. Ça vous permettra de savoir, si vous avez un doute, de savoir à peu près à quelle période vous allez pouvoir commencer à manger ces légumes-là et jusqu'à quand
vos légumes seront en pleine terre et du coup ça vous donnera l'idée à partir de quand est-ce que vous allez pouvoir libérer votre culture. Donc par exemple, si vous achetez des graines que vous allez pouvoir semer d'avril à juin, admettons que vous les semiez en mai, comme ça vous êtes tranquille, vous regardez la période de récolte. Vous allez peut-être avoir une récolte de août-septembre. Donc ça veut dire qu'à partir de septembre, dans la logique, votre planche ou votre carré sera libéré et vous pourrez ressemer autre chose à partir du mois de septembre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir remplir et optimiser au maximum les surfaces que vous avez. Ça, je vous invite une nouvelle fois à le faire sur papier ou sur ordinateur avec un tableur, en mettant côte à côte, vous dessinez genre votre carré, si vous partez sur un potager en carré, vous remplissez votre carré en début de saison, vous estimez avec vos sachets par exemple à partir de quelle date est-ce que vous allez pouvoir libérer parce que vous aurez tout cueilli. Et ça va vous donner une estimation d'une deuxième culture que vous pourriez faire à nouveau dans ce carré-là la même année. Le travail du sol, c'est quelque chose qui s'anticipe, surtout si vous êtes sur des terrains où il y a beaucoup d'argile. De notre côté, donc là, on est début février, ça fait déjà quasiment un mois qu'on a terminé de bêcher et de labourer le sol. Si vous commencez de zéro votre potager et que là vous êtes sur une surface en pelouse, je vous invite tout de suite, dès à présent, s'il pleut pas trop, de venir préparer votre sol de façon à ce que l'herbe qui est aujourd'hui présente dessus, se dégrade et meurt de façon à ce que au printemps vous ayez de la terre qui soit prête à l'emploi. Ça, plus tôt vous le faites, mieux ce sera pour le désherbage notamment de vos cultures. En termes de matériel, commencez vraiment par du plus simple. Une bêche par exemple pour préparer votre sol avant les semis. Vous aurez potentiellement besoin d'un râteau pour aplanir les sols quand vous allez faire des semis. Des petites pelles pour faire du repiquage par exemple, parce que tout ce qui va être graines de tomates, je vous invite à les faire dans des godets plutôt que de le faire directement semer la graine dans la terre. Ça vous permet de mieux surveiller vos cultures et puis pour le coup vous savez exactement le stade auquel vous allez le remettre en pleine terre. Ça évite que ça se fasse croquer par les limaces, etc. Et pour repiquer ces petits godets, du coup, une petite pelle, c'est quand même bien pratique. Pensez également à l'arrosage. Comment est-ce que vous allez pouvoir hydrater votre jardin en été? Pour le coup, un arrosoir avec une pomme d'arrosoir, ça fait très très bien le job. À moins que vous partiez sur 3000 m² direct de jardin, mais un arrosoir, ça fonctionne très 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 bien. Et puis peut-être, ce qui peut être intéressant également, un sécateur. S'il y a de la taille à faire dans les gourmands, par exemple des tomates, etc., un sécateur, c'est le petit matériel qui coûte pas cher, qui est vraiment très très pratique. Et avec ça, vous avez déjà de quoi faire pour travailler sur une première saison de jardinage. Vous pouvez aller voir aussi avec vos voisins à droite à gauche pour du petit matériel dont vous pourriez avoir l'utilité, mais pas forcément tous les jours, pour juste l'emprunter et éviter de l'acheter. Vous faire votre avis, savoir si ça vous convient, et seulement ensuite, les années suivantes, investir dans du matériel plus performant ou plus utile. J'aime bien également avoir une paire de gants, c'est toujours pratique quand il y a des plantes qui grattent un petit peu, etc. C'est plus du confort, mais ça fait partie des petits outils qui sont bien agréables au quotidien. Et enfin, le dernier matériel dont vous allez avoir besoin, c'est des graines ou des plantes, parce qu'il faut bien partir de quelque chose avant de se lancer. Donc selon les plantes que vous allez vouloir cultiver, il y en a certaines qui vont se faire uniquement, vous allez commencer uniquement par de la graine, genre les radis pour le coup. Vous allez acheter des sachets de graines de radis. Et il y a d'autres plantes pour lesquelles vous avez le choix entre commencer directement avec des semis avec des graines ou acheter des plants démarrés. Par exemple, les tomates ou les courgettes, vous pouvez tout à fait commencer avec des plants qui sont déjà démarrés. La courgette, les concombres, je vous invite à le faire vous-même avec des graines, ça se fait vraiment très bien. En plus, c'est de la grosse graine, donc c'est assez sympathique à semer dans des godets ou en pleine terre. Pour le coup, les tomates, c'est un petit peu plus compliqué à démarrer parce qu'il faut c'est une culture, en fait, la graine de tomate, elle a besoin de grosses températures, elle a besoin de chaleur en fait pour démarrer rapidement et pour que le pied s'étoffe rapidement, pour pas que ça file tout en hauteur, tout maigre, tout moche. Pour le coup, si c'est votre première année, je vous invite les tomates à commencer d'abord avec des plants. Moi, vous êtes sûr de partir sur un bon pied en fait. Ça vous coûtera un petit peu plus cher d'acheter un plant que d'acheter des graines, mais pour le coup, là, vous serez sûr d'avoir un bon démarrage et du coup de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une belle récolte de tomates plus tard dans l'été. Voilà les conseils qui me viennent à l'esprit en termes de démarrage de jardinage. J'espère que cette vidéo elle répondra à quelques-unes de vos questions si vous vous interrogez pour vous lancer dans le potager. Dans tous les cas,
gardez à l'esprit que c'est une belle aventure et que vous arriverez forcément à récolter quelque chose. Peut-être pas dans les quantités qu'on peut espérer au départ, mais c'est une belle occupation pour le coup, et ça va, les légumes pour le coup qui vont sortir de votre potager, je vous garantis qu'ils n'auront pas la même saveur que ceux que vous pouvez acheter au supermarché, qui sont produits peut-être de l'autre côté de l'Europe, sous serre, chauffés, etc., où on perd énormément de goût sur le trajet, etc. Donc je vous invite à vous lancer avec quelques légumes seulement au départ pour vous faire la main et vous savoir en fait si ça vous plaît comme activité, parce que des fois on part tête baissée dans quelque chose et on se rend compte que c'est pas fait pour soi. Donc avant de retourner vos 2000 m² de jardin et de vous lancer dans de la culture de patates, essayez avec plus petit. Essayez, voyez si ça vous fait plaisir, et au fur et à mesure vous allez pouvoir monter en puissance là-dessus. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de l'apparition de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.